et savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a un lead dev qui est pas du tout moi, qui est le monsieur là, Martin ici, et moi du coup j'ai un peu pivoté plus côté produit. Euh, voilà, et donc je vais essayer de vous raconter un peu ce que c'est du coup produire du logiciel dans une boîte comme la nôtre. On pourrait se dire que c'est pas du tout l'entreprise dans laquelle on s'attend à avoir du logiciel qui est produit, c'est-à-dire une PME, pas du tout informatique, pas du tout de levée de fonds externe, etc. Nous, on a un capital social de 50 000 balles et c'est tout. Et pourtant, ça a marché, on arrive à faire du logiciel qui est pro, qui même se vend en SaaS aujourd'hui. Donc, vous raconter un peu comment ça se passe et pourquoi, en fait, surtout, Rails a été le framework parfait pour ça. Euh, ça c'est notre page de vente qu'on vient de refaire. Euh, donc ça c'est notre outil qui est développé qui est maintenant décliné en SaaS. Euh, et donc ça, moi quand je l'ai fait, quand je me suis lancé là-dedans, en fait c'était mon premier logiciel de ma vie. J'étais débutant, je me suis formé au wagon pour ça et ça a marché. Donc ça marche en réalité, mais ça marche à certaines conditions. Je pense, parce que la réalité, c'est que j'étais pas non plus. Enfin, j'étais déjà un petit peu script kiddie avant d'arriver. Avant de me lancer dans le wagon. J'avais une formation d'ingénieur ou force agronome. Je faisais pousser des plantes. Mais forcément, à des moments où on manipule un peu des variables, enfin, on fait un peu de langage de programmation. Et aussi, j'étais passé par une start-up où je faisais du service client. J'étais chez Capitaine Train avec le monsieur qui est là. Et du coup, j'avais quand même baigné dans un univers tech et je voyais comment les choses se passaient. Donc, une chose à savoir, c'est qu'on est quand même vraiment très débutant à la sortie de ce genre de formation. Et il y a quand même des trucs sur lesquels faut pas mal se former tout seul et ça a été douloureux pour moi. Il y avait quand même quelque chose que je savais être ultra important parce qu'il avait dit en dernier jour du wagon et parce que j'avais vu mes collègues s'y mettre, c'est les tests. Et ça, on n'a pas le temps du tout d'apprendre. Donc j'ai dû l'apprendre tout seul comme un grand à partir de lectures sur internet. Et je savais que c'était important, donc j'ai souffert. Mais en gros, ce que je me suis dit, c'est juste, de toute façon, quand je crée des trucs, je fais des cas de tests à la con, genre je vérifie que mes modèles marchent bien avec des petits tests console, etc. En fait, je réplique les mêmes, je les ai mis dans les fichiers, je m'en suis sorti comme ça, je cliquais quelque part et je m'en suis sorti. Mais du coup, je vais faire un petit peu plus long que les 5 minutes, hein, vu que a priori je suis le seul talk. Euh, voilà. Alors, il y a une grosse condition chez nous, du coup, c'est que vraiment, enfin, on sait que c'est un truc de dev, mais on ne peut pas du tout se permettre de réinventer la roue. Donc en fait, nous, le scope de notre logiciel, c'est nous ce qu'on appelle vraiment du métier, c'est la livraison, point. Et en fait, quand on fait des choses, on se demande est-ce que c'est vraiment de la livraison? Est-ce que c'est de la règle métier de comment on manipule des colis, comment il y a des coursiers, enfin ce genre d'objet? Si ça en sort, on va absolument pas le coder. Enfin, c'est vraiment la pire idée du monde, quoi. Donc, euh, donc du coup, en fait, moi je suis quand même. Et une des chances, par contre, c'est arrivé dans une boîte où il y avait déjà une grosse culture de on s'en sort sans logiciel. Donc de culture de no-code, de culture de fichiers Excel dans tous les sens, de beaucoup de logiciels SaaS pour des fonctions périphériques. Donc déjà tout ce qui est fonction périphérique, en fait, voilà, on prend du logiciel SaaS. C'est-à-dire que CRM, on ne va pas y toucher, c'est du SaaS. Facturation de clients, ça ne va jamais être de la vie dans notre logiciel, c'est du SaaS. Gestion des plannings des coursiers, eh ben, y a du SaaS qui existe pour ça, on l'achète. Et aussi avec cette idée-là ouais, quand même, dans une boîte qui n'a pas de moyens, le SaaS c'est une bonne idée plutôt que déployer en interne. Parce qu'en fait, déployer en interne, c'est des compétences qu'on n'a pas du tout. Et c'est du temps. Et finalement, ça a été plutôt une bonne idée de ne pas aller tenter de faire ça. En fait, le seul outil, déjà, ça économise le fait qu'on n'a pas de réseau interne. En fait, ça n'existe pas. Enfin, il y a un réseau Wi-Fi, mais il n'y a pas de notion de truc qui est conteneurisé de l'extérieur avec des services qui se parlent, etc. Le seul service qu'on a vraiment déployé parce qu'on n'avait pas le choix, c'est Metabase pour faire de l'analyse de la business intelligence. Mais sinon, tout le reste, on a acheté tout ce qu'on pouvait, quoi. Euh, voilà. Touc.
La culture de no-code, en fait, on l'a fait perpétuer quand même, parce qu'en réalité, on n'a pas le temps de tout coder, même sur du... Oula. Allô. Donc en fait, même sur du métier, on n'a pas le temps de tout faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont débrouillards. Les gens savent faire, ce que les gens savaient faire avant que j'arrive. Euh, du Zapier, des bouts de ficelle où je connecte un Typeform avec un Google Sheet, avec des trucs comme ça. Et en fait, assez souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit aux gens, bon bah écoutez, vous savez quoi, juste on est une toute petite équipe, on va pas vous le faire, mais par contre, vous faites un espèce de proto comme vous pouvez, et après coup, en fait, on va regarder si déjà vous en servez. Et en fait, du coup, ça nous donnera déjà des idées d'interface ou de ce qui marche pas. Voilà. Euh, on s'éloigne pas du tout du glorieux monolithe, enfin vraiment du Rails par défaut. On colle le plus possible à ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est vraiment bien pour quelqu'un qui n'était pas développeur comme moi, voilà, c'est qu'en fait Rails permet de quasiment faire que de la configuration. C'est-à-dire qu'à un moment, surtout au début, c'était j'ai des objets métiers et j'écris comment ils se comportent et j'écris comment ils sont reliés les uns aux autres. Mais tout le code de début, c'était presque que des associations et du cru de base où j'explicitais juste mes objets et par contre je mettais des limites, des validations, etc. qu'on ne pouvait pas avoir en Excel ou avec des typeforms ou avec ce qu'on avait avant. Et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment pour nous, c'est un truc important, c'est que on essaye de garder ça, c'est-à-dire que par exemple pour tout ce qui est vu, on fait vraiment on a des vues ERB comme dans toute bête, toute basique, avec Turbo qui donne une impression de fluidité à nos clients. Et ce qui est fou, c'est que nos clients nous disent parfois ouais, c'est super fluide, c'est quoi votre truc derrière? En fait non, c'est à chaque fois il y a un appel serveur et c'est de la vue générée côté serveur, ça revient, etc. Mais c'est pas du tout un single up quoi que ce soit. Lorsque ça va un peu plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dès qu'on avait besoin d'un petit peu d'interaction, etc., tout bêtement des contrôleurs stimulus. Et il y a des pages qui ont l'air d'être des pages assez complexes, notamment, je sais pas, il y a une page de grille tarifaire qui a l'air comme ça, où on a l'impression que c'est un framework JavaScript lourd. En fait, pas du tout, c'est juste des petits contrôleurs stimulus par-ci, par-là. Et par contre, on a fait un choix, ça c'est Martin qui l'a fait, c'est qu'il y a eu un moment, oui, on avait un composant, ce qui est l'outil de répartition de mission, où c'est la NASA. C'est-à-dire que vous avez une carte et vous avez des trucs qui bougent dans tous les sens, et là, en fait, on a testé de faire ça en pure Rails, Hotwire, etc. Ça n'a pas marché, le prototype n'était pas concluant. Et du coup, on est passé sur du React à l'intérieur de Rails. Donc il y a une petite partie de React pour vraiment le truc le plus compliqué où oui forcément il y a des interactions graphiques dans tous les sens. En fait avoir un vrai framework JavaScript ça fait sens. Voilà. Touc. Désolé, je comprends tout ce qui se passe. Je te mets ça. Ouais, bah ouais. Mais je sais pas comment désactiver la ligne. Je te dis ça, mais. Hop là. Test. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je peux faire? Bah voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais. Pas grave, hein. Et enfin, quand même, il y a une partie où il faut être sincère, c'est que ça va que sur un temps. Donc, j'ai quand même fait venir l'expérience à un moment donné dans la boîte. Donc, d'abord, j'ai dû faire venir un mentor. Donc, ça, c'était quelqu'un Nicolas Bouillot, pour ceux qui le connaissent, en fait, qui était là un jour par semaine pour juste
relire mes MR, parce qu'avant je me relisais moi-même, ce qui était nul, et vérifier que je faisais pas de bêtises, m'aider à monter un petit peu en compétences, et faire des trucs que je savais exister, mais que j'avais pas du tout la compétence pour faire tout seul. Alors par exemple, c'est lui qui a mis en place toute l'intégration continue. Avant ça, il fallait que je lance les tests à la main sur mon ordinateur avant de merger quoi que ce soit, quoi. Et il a aussi fait les features un peu compliquées où je savais que j'allais me prendre la tête parce que ça commençait à rentrer dans l'algorithmie ou dans du Rails vraiment un peu complexe. Et là, c'est lui qui l'a fait, donc un jour par semaine. Et puis au bout d'un moment, quand il s'agit justement de se dire, bon, ce qu'on a fait en interne pour nous, ça a l'air de marcher, mais en fait, il faut plus. Donc là, je vais faire un petit aparté, mais pour aussi vous expliquer comment ça s'est développé en termes de features. À la base, nous, on avait un problème, c'est que on n'avait pas d'interface client. En fait, on prenait de nos clients des fichiers Excel de tout ce qu'on pouvait pour livrer. Donc typiquement, les gens nous envoyaient des fichiers avec 300 lignes, chaque ligne correspondait à une adresse à livrer, etc. Et ensuite, on importait ça dans un outil qu'on achetait en SaaS du coup, de répartition de missions, de dispatch. Il y a des outils en ligne qui s'achètent pour ça, mais qui n'avaient pas du tout la partie business et la partie client. Et ça posait plusieurs problèmes. Le plus gros problème, c'est que nos clients n'étaient pas contents parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on était relativement bon en termes de qualité de service, de livraison. Mais en fait, pour eux, c'était on envoie un fichier Excel, ensuite ça se perd dans l'espace, et on a de nos clients qui nous disent j'ai eu des problèmes, je ne suis pas fait livrer par le livreur, etc. Donc en fait, on a dû leur donner des moyens de commander plus ergonomiques et des moyens aussi de suivre en temps réel. Et du coup, ce qu'on a fait, la première partie que j'ai faite, c'était en fait c'était faire des moyens de commande pour les clients. Donc il y avait des formulaires, donc il y avait en gros 4 moyens de commande, mais qui correspondaient aux différentes tailles d'entreprise. Des gens qui commandaient à la main, des gens qui commandaient par fichier Excel, il y a un module d'import de fichiers Excel, etc. Des gens qui commandaient par API. Et tout ça était juste commande puis suivi. Et tout ce qui était outils internes, vraiment exploitation, c'était géré par du SaaS chez nous, un outil qui s'appelle OnFit qui permet de faire, qui a une API, donc ça c'est super cool. Donc il y avait une liaison bidirectionnelle avec OnFit, API Webhook, où en gros nous on faisait la prise de commande côté client, le suivi côté client, SAIC, et OnFit faisait l'application coursier, l'application dispatch, la répartition de mission, tout ça. Et évidemment, à un moment donné, on s'est dit, mais ça serait quand même cool d'être full stack, tout notre métier géré en interne et se passer de logiciels comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai fait deux choses, c'est que je suis allé chercher du financement auprès de l'ADEME, l'Agence nationale de la transition écologique, on a gagné un appel d'offres chez eux. Et avec cet argent-là, j'ai pu recruter des gens plus expérimentés. Avec la mission, Martin, sa première grosse mission, c'était salut, tu t'arrives dans la boîte, et en fait tu vas faire un truc ultra compliqué, c'est-à-dire tu vas faire de la répartition de missions, tu vas faire à la fois une app lourde, JavaScript, etc. pour les dispatchs et des apps mobiles pour les coursiers. Et voilà. Et aujourd'hui on en est là, et après on a réussi à faire un petit pivot SaaS ultra agréable pour les comptes de la boîte, où en fait il faut savoir qu'il y a un marché du logiciel pour des PME de cycle logistique. Si, il y a du marché logiciel pour tout dans le monde. Et alors c'est un tout petit marché, mais aujourd'hui on a commencé à le commercialiser il y a un peu plus d'1 an. On l'a lancé officiellement en juin, vraiment en disant aux gens ça existe, et on commence à avoir un bon petit taux de pénétration dans ce micro-marché. Donc voilà, donc tout ça, en fait là ce que je vous ai raconté c'est pas extravagant, en fait c'est inscrit dans les promesses de Rails, de dire que c'est fait pour des petites équipes avec peu de moyens et qu'on peut aller très vite pour faire de la fonctionnalité avec des moyens très faibles. Et là c'était juste un exemple que ça marche probablement à une échelle encore inférieure que ce que d'habitude on raconte, c'est-à-dire avec une personne, puis aujourd'hui 4. Et dans une coopérative qui n'a pas de levée de fonds derrière et qui finance tout ça avec l'ADEME et la sueur des mollets de ses coursiers. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je me suis un peu étalé au-delà des 5 minutes.
Sinon, mais t'as super bon fait. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous choisissez qui va livrer où du coup, vous utilisez un logiciel, c'est ça? Bah, du coup, c'est Cyc, notre logiciel, qui le fait aujourd'hui. Avant, c'était on utilisait un logiciel externe qui permettait de faire ça. Et en fait, un des gros enjeux a été de dire, bah voilà, on passe sur de la tech interne. Et ça a été un choix, c'est du logiciel assisté par, enfin c'est de la décision humaine assistée par ordinateur. Donc c'est pas un algorithme qui fait tout, c'est on a un gros écran avec une carte, plein de colonnes, etc. Presque, il faudrait vous le montrer. Je peux essayer de le faire, hein. Et, euh, et en fait, un dispatch, donc c'est le métier, va faire des choix informés voilà, une tournée, elle va ressembler à ça, elle va être dans tel ordre, etc. Et on a des trucs qui disent l'heure de passage estimée, ça va être ça à tel point, etc. Donc là, il va y avoir tel point qui va être en retard. Voilà. Ouais, alors. Bon, ça va taper à côté, donc c'est un peu long. Mais dis-moi quelle URL tu Eh veux. ben écoute, psych.io, www.psych.io. Ah, le W est obligatoire? Oh non, ça va passer. Hop. Désolé hein, pour le. Hop là, Features, Dispatch and Operations. Ah, voilà, donc en gros, concrètement, c'est une interface qui ressemble à ça. Donc il y a des gens qui sont dans le bureau là-bas et qui ont des grands écrans devant eux toute la journée et qui vérifient que tout se passe bien et que chaque tournée est dans les temps, etc. Ça, c'est l'interface de dispatch. C'est pour ça que c'est qu'on l'a extraite, qu'on l'a faite en React et pas avec le Pub.js qu'on a envie de faire dans du Rails classique. Parce qu'on a une carte avec tous les points. Donc ça, c'est une micro-journée sur un serveur de test. Une vraie journée chez Olvo, c'est facilement 300 points sur cette carte. Donc 300 items dans ces trois listes-là avec des tournées, des tâches, des trucs qu'on doit déposer, des trucs qu'on doit ramasser. Et dès qu'on fait une action, il faut que tout soit à peu près synchronisé et à jour, avec aussi un panneau de détails en bas. Et du coup, il y a des actions qui partent un peu de partout, de plein de moyens différents et qui ont des impacts à plein d'autres endroits sur l'écran. Et du coup, là, on a fait une croix sur du Rails classique parce que c'était trop. Ça me faisait faire des spaghettis dans tous les sens pour que tout le monde se raccroche, quoi. Donc, c'est vraiment la seule page finalement qui est sur du React. Et donc, ça, c'est notre logiciel de dispatch qui est utilisé dans le petit bureau qui est à l'entrée. Il y a une personne en permanence entre 7h et 21h. Enfin, pas toujours la même personne, mais toujours quelqu'un qui du coup suit l'activité, à la fois prépare les tournées en amont et ensuite suit l'activité sur la route. Avec les coursiers qui se déplacent, qui font. Est-ce que vous utilisez Distance Matrix API de Google API en gros pour les chemins en vélo avec Google Maps? Non. En fait, dans toutes nos interfaces, on utilise on fait pas de routing. Là, on voit que c'est que des traits droits. En fait, quelque part, là, en l'occurrence, le dispatch, là, il s'en fiche un peu de savoir par où le coursier va passer vraiment. Il sait juste qu'il va faire tac, 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 tac. Et après, les coursiers, eux, dans leur appli mobile, ils ont le choix. Donc, ils ont une carte qui est à peu près, enfin, c'est pas la même carte, mais c'est aussi du trait droit. Parce que, en tout cas, chez Olvo, la plupart des coursiers, en fait, ils font leur routing eux-mêmes. Ils veulent savoir où ils sont, où ils vont. Ils veulent voir les grands axes à peu près par où ils vont passer. Et après, en fait, c'est dans leur tête, quoi. Il y a un côté artisanal, hein. On a un métier où on croit aussi qu'il y a une expertise de tu connais ta ville, tu sais par où passer, quoi. C'est un peu comme la différence entre un chauffeur taxi où tu lui donnes une adresse et il sait de tête où c'est, et il sait en fonction de l'heure s'il faut passer par tel boulevard, par le périph', etc. Et le conducteur Uber qui va juste taper l'adresse et suivre le machin et sans réfléchir plus que ça, quoi. Donc nous, on est plutôt côté taxi dans ce style-là. Après, on utilise du routing pour la tarification, parce que dans notre éditeur de grille tarifaire, il y a des entreprises de cyclo-logistique, c'est pas notre cas, mais comme il y en a d'autres que nous qui l'utilisent maintenant, donc je vais faire du dev pour eux, qui utilisent la distance kilométrique comme algorithme de pricing avec un prix au kilométrique. Et du coup, eux, ils ont besoin d'avoir le nombre de kilomètres vélo entre deux points. Donc on a implémenté mais on n'utilise pas Google pour le coup, on passe plus par Mapbox. C'est dans quoi? Mapbox. C'est aussi une boîte américaine, c'est un peu moins gros. Mais C'est américain, c'est pas allemand? Mapbox? Ah, peut-être.
Tu parlais justement d'une app, c'est une app dédiée pour les coursiers que vous avez faite ou c'est Ouais, alors l'application, en fait, comme disait Vincent, au début on utilisait OnFleet nous pour la partie coursier. Et en fait, on a une entreprise de cycle logistique à Marseille qui nous a contacté en nous disant on sait que vous faites du logiciel, est-ce qu'on peut utiliser votre logiciel? Et on leur a dit bien sûr, ce sera temps. Et ils nous ont dit par contre il faudrait qu'il y ait du. Nous on n'a pas du tout envie de s'ouvrir un compte chez OnFleet et de faire des branchements différents, machin. Il faudrait qu'il y ait une app coursier. Du coup on leur a dit ok, pas de problème, il y aura une app coursier. Et du coup on avait un mois pour faire une app coursier. Et du coup on l'a pas du tout faite en mobile. On l'a faite en web, c'était une web app qui se voit dans leur navigateur et 4 semaines plus tard ils avaient un truc qui marchait très bien, qui était simple mais qui marchait très bien. Et ensuite, quand nous on a commencé à faire notre transition, qui était du coup beaucoup plus longue parce qu'on avait toute une habitude de travail des coursiers sur la route, mais surtout des dispatchs, qui sont des gens qui absorbent une charge mentale énorme toute la journée et qui ont énormément de raccourcis automatisés dans leurs doigts, qui passent même pas par le cerveau, quoi. Dès qu'il faut faire un truc, tac tac tac, ça marche tout seul. Et du coup pour les dispatchs notamment, de migrer sur un autre logiciel, c'était plus un circuit de conduite du changement et tout ça. Et donc on a migré, enfin nous Olvo, on a migré 6 mois plus tard. On a vendu notre logiciel, on avait des gens qui l'utilisaient avant nous, sur une partie. Et donc quand on a voulu faire du coup des apps mobiles, parce qu'on s'est dit que c'était quand même intéressant pour certaines fonctionnalités, notamment par exemple des coursiers, des choses comme ça. Pardon. On s'est dit ok, on a déjà une app mobile en fait, qui est une web app, et on veut faire une app mobile vraie, entre guillemets, native. Peut-être qu'on peut tricher et faire une coquille avec une WebView et on affiche l'app qui existe déjà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et là, ça fait 8-10 mois qu'on a du coup basculé. Enfin, on a déployé en décembre-janvier l'application, on a basculé en janvier-février chez Olvo. Et au final, c'était un bon raccourci, je pense, puisqu'on n'a pas eu de galère. On a quelques points où on sait qu'il faut qu'on aille chercher des améliorations, mais enfin, nous, ça n'a pas du tout été un problème de changement de logiciel en interne. On n'a pas perdu en efficacité. On a plutôt gagné en efficacité, puisque du coup, avant, on utilisait un logiciel qui était plutôt fait pour du camion sur la partie exploitation, avec plein de choses qui. Il y a des questions qu'on ne se pose pas quand on conduit un camion. Par exemple, quel poids je mets dans mon camion? Les camions, ils prennent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et cette question est soulevée quand on charge des camions, parce que les camions ont des charges maximum. Ouais. Il y a quand même cette question. Ok. Mais je pense qu'il est un peu moins contraignante que le vélo. Ouais. Parce que nous, on est limité à 80-100 kg sur le vélo. Donc dès qu'on embarque des fûts de bière, par exemple, ça arrive très vite, quoi. Et du coup, nous, on avait besoin d'avoir des outils visuels, comme disait Vincent, d'aide à la décision pour le dispatch, quand il prépare ses tournées, de se dire, là, je vais envoyer quelqu'un en enfer s'il part sur cette tournée avec 180 kg, ça va pas bien se passer. Donc on avait besoin d'outils qui n'existaient pas dans OnFleet et qui nous ont fait gagner beaucoup après en exploitation et en efficacité opérationnelle quand on est arrivé sur nos outils où on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Vous gérez tout ce qui est côte, tout ce qui est montée, descente Non, pas du tout. En réalité, nos algorithmes qui calculent les ETA, ils partent du principe qu'un coursier, il roule à telle vitesse en mètres par seconde et qu'il passe 4 minutes sur chaque point. Et en gros, c'est pas si mal. Enfin, c'est largement assez bon pour ce qu'on veut en faire. En fait, on s'en fiche de savoir s'il sera à midi 2 ou à midi 8. Ce qu'on veut, c'est être capable de dire au destinataire, il va arriver entre midi et midi 15, à peu près. Et du coup, les histoires d'être hyper précis sur les temps de trajet et tout ça, au final, c'est pas... Ce serait rigolo, quoi. Si on n'avait rien d'autre à faire, on pourrait y passer 2 semaines vraiment pour se creuser la tête. Mais en fait, le gain, il n'est pas énorme, quoi. C'est sûr qu'on développe beaucoup au plus juste, quoi. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on ferait dans une autre boîte et chez nous, là effectivement, nous on a fait allez, doigts mouillés, paf, on va faire un truc, enfin pas doigts mouillés, mais ce qu'on a fait, t'as fait de l'analyse de données. Ouais. On a dit, on va faire un truc où juste on estime que c'est une distance kilométrique, on le déploie, on voit si ça marche. Dans les grandes lignes, ça marche. Enfin voilà, quoi. C'est... Est-ce que vous avez eu des... Alors, à titre perso, j'ai beaucoup bossé sur des trucs virtuels dans l'image, etc. Mais est-ce que le fait de travailler avec la vie réelle, avec des cyclistes qui se déplacent dans des villes, des déchargements, etc., ça vous a apporté des challenges particuliers? C'est-à-dire des challenges, je sais pas si... C'est-à-dire devoir prendre en compte des situations de la vie réelle que
Ah oui. logiciel n'est pas nécessairement prévu à la base. Bah oui, après, en fait, tous les deux, on roule. On livre tous les deux. Enfin, tout le monde roule chez Olvo, et notamment, du coup, tous les développeurs roulent aussi. Et on a roulé avant de développer l'appli coursier et l'appli. Quand moi j'ai commencé l'appli dispatch et l'appli coursier, ça faisait déjà 6 mois au moins que je roulais au moins une fois par semaine. J'ai fait des shifts au dispatch aussi, des journées entières à me galérer là avec tous mes points et tout ça pour comprendre le bazar, quoi. Et du coup, je pense que quand on a conçu le truc, on a anticipé énormément des galères qui auraient pu arriver. Par exemple, on sait ce que c'est d'être sous la pluie avec des gants mouillés, un téléphone mouillé, une poche mouillée, un téléphone qui sera pas plus sec pendant les 3 prochaines heures. Et en plus, il fait froid, donc la batterie descend vite. Et on est fatigué, et c'est la nuit, et c'est chiant, et j'arrive pas à appuyer sur le petit bouton là. Donc il y a des trucs qu'on a pu tester très vite. Donc on a aussi manipulé une appli, donc Seldon Fleet, qui était très bien. Et donc en gros, ce qu'on s'est dit, quand on a développé la nôtre, c'est qu'on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on n'aime pas sur Unfleet? Tout le reste, on fait pareil. Et les 3 trucs qu'on veut améliorer, on les améliore, mais tout le reste, franchement, Unfleet, ils ont une équipe de 50 personnes à la tech, ils ont 20 personnes au produit, 30 devs. C'est a priori, sur tous les trucs où on n'est pas sûr d'avoir une meilleure idée, on prend leurs idées. Et c'est sûr qu'elles seront meilleures que les nôtres. Bah après, toutes les apps font les mêmes choses, hein. Mais en gros, c'est un peu ce que disait Vincent tout à l'heure, on essaie de réinventer les petits trucs où on pense vraiment qu'on a une bonne idée, mais sur tout le reste, on n'essaie surtout pas de faire mieux que les gens qui ont réfléchi, quoi. Et je pense qu'on s'est évité des galères. On en a eu aussi, hein, des problèmes. Par exemple, il n'y a pas trop de réseau dans les cages d'ascenseur. Et c'est dans les cages d'ascenseur que les coursiers valident les tâches et regardent la tâche suivante, parce qu'ils gagnent comme ça du temps qu'ils ne vont pas perdre ni sur la route, ni devant leur vélo. C'est 2 minutes par point, mais quand on fait 15, bah, tu as gagné une demi-heure en fait, sur ta tournée. Et du coup, bah, pas de réseau dans les cages d'ascenseur. Aïe, enfin, comment je fais, quoi. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et il y en a qu'on a résolu, il y en a d'autres qu'on n'a pas résolu. Et après, bah, ouais, comme disait Vincent aussi tout à l'heure, les gens, on a la chance que les gens chez Olvo et dans le monde de la livraison en général, dans les petites boîtes en tout cas, c'est beaucoup de gens qui ont une culture de la débrouille infinie. Ils vont jamais t'appeler pour te dire je peux pas livrer parce que quelque chose. Ils vont jamais nous faire un retour comme ça. Ils vont se débrouiller, ils vont livrer sans téléphone, ils vont demander à des gens dans la rue c'est où la rue machin. Ils vont sonner à tous les trucs de l'interphone pour voir si la personne elle est bien dans cet immeuble, si c'est bien, quel étage c'est, je sais pas. Et peut-être 1 mois plus tard, ils vont nous dire ah au fait, tiens, une fois j'ai eu un problème parce que machin. Et nous on se dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et en fait eux ils ont toujours ce côté il faut que j'y arrive, ça va le faire, je vais y arriver. Et du coup la plupart des problèmes qui pourraient être graves peut-être dans d'autres logiciels, en fait, les utilisateurs trouvent des solutions, un peu en contournant, un peu en faisant de la tambouille. Donc on n'a pas une pression très forte de la part de nos utilisateurs, en fait. Ça, c'est un confort, quand même. Sur votre flotte de vélos, c'est tous le même modèle, c'est des vélos cargo et ils sont électriques ou Ouais, alors il y a plusieurs modèles, c'est quasiment tous le même fabricant, qui s'appelle 12. Il y a plusieurs modèles parce qu'il y a plusieurs générations de vélos cargo, c'est un truc qui évolue quand même. Et la plupart sont électriques, il y en a quelques-uns qui sont encore mécaniques, mais qu'on utilise soit pas, soit sur des tournées où on sait qu'il y a peu de poids, en gros. Pour livrer des cagettes de jeunes pousses grandes comme ça, de basilic, on peut prendre un vélo mécanique parce que ça pèse rien. Quand on va livrer des cartons de bière Gallia, on prend un électrique, quoi. Surtout si on part vers Montmartre ou vers le 20e. Et la gestion justement de la charge des batteries, c'est un truc qui est logiciel aussi. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on réfléchit, tu vois, c'est typiquement le genre de choses où on est dans le type très métier. Ok, là, on est dans la livraison à vélo, enfin la gestion de flotte, et où pour l'instant, c'est géré par des spreadsheets dans tous les sens. C'est-à-dire que l'atelier, ils ont une moussaka de spreadsheets que je laisse malheureusement vivre leur vie, tu vois. Et on sait qu'on aimerait bien... Enfin, il y aura des trucs super intéressants déjà pour qu'ils aient des interfaces plus ergonomiques pour faire de l'entretien, tu vois, des cahiers d'entretien de vélo. Et en plus, pour relier ça, tu vois, si on relie ça en data avec l'utilisation réelle de la flotte,
c'est génial, tu vois, parce qu'on sait, si on sait quel vélo part avec quel coursier pour quelle tournée, on peut savoir quel vélo fait quelle distance, relier ça au coût d'entretien, enfin ça serait magique. Donc ça fait un petit moment que ça nous trotte dans la tête, mais il faut faire des choix. Je pense que là, probablement on va s'y lancer avant la fin de l'année, parce que ça donne trop envie à tout le monde. C'est vraiment dans l'univers de métier de Volvo, le matériel roulant, c'est le seul qui n'est pas dans Psych aujourd'hui. Et ça, c'est par exemple, c'est impulsé par les coursiers. Il y a des coursiers qui se posent la question parce qu'ils ont chacun leur vélo préféré. Donc ils savent qu'il y a des vélos qui roulent plus que d'autres. Et il y a des coursiers, c'est des coursiers en fait qui commencent à se dire non mais il faudrait qu'on sache combien roule chaque vélo, combien porte chaque vélo. Parce qu'en termes de maintenance, c'est hyper intéressant. En termes de, ok, pourquoi tout le monde prend ce vélo-là? C'est peut-être que en fait il a une meilleure selle. Et du coup, achetons cette selle-là sur tous les vélos, parce que si tout le monde le veut, c'est qu'en fait on peut. Et du coup, c'est les coursiers qui ont amené le sujet de la maintenance de la flotte, enfin de la gestion de flotte dans le logiciel, et qui du coup ont poussé les dispatchs la semaine dernière à noter dans les noms de tournées les noms des vélos qui sont embarqués, pour qu'ensuite nous on puisse aller regarder en base et sortir la donnée de la distance et du poids pour chaque vélo cumulé sur la journée. Et l'idée, c'est du coup ils ont lancé une expérimentation, enfin ils ont pousser le dispatch à lancer une expérimentation pour sur 15 jours sortir la donnée qu'on a et voir ce qu'on peut en faire, et ensuite sur la base de ça se dire ok, est-ce qu'on veut implémenter quelque chose dans le logiciel, qu'est-ce que ça va être, comment on va l'utiliser, tout ça. Donc ça c'est assez bizarre aussi, parce que c'est un truc qui n'a pas du tout arrivé ni par la gérance de l'entreprise, ni par l'équipe de développement, mais par les gens qui sont sur la route, quoi. Les vélos sont tous préparés en termes de groupe, d'accessoires selle, ils sont tous différents. Ils sont plus ou moins pareils, mais pas tous. Il y a plein de. Les selles sont pas les mêmes, les motorisations sont pas toutes les mêmes. Il y a plusieurs fabricants de batteries et de moteurs, et donc c'est pas toujours les mêmes. Et donc il y a des coursiers qui disent moi je roule que avec des Bros, je roule pas avec les Shimano. Enfin, ils ont vraiment leur préférence, quoi. Ça joue énormément, ça, en tant que cycliste. Ouais. Une selle, prendre la même selle, deux personnes vont l'utiliser. Il y a aussi des coursiers qui sont en train de faire une expérimentation selle. Il y a un sujet sel qui est très porté par les filles chez Volvo, en fait. C'est super important parce Ouais. que la selle pour femmes n'est pas la même qu'une selle pour hommes. Ouais. Et même dans les selles hommes, selon les tailles des selles, selon la fabrication, la marque, on ne prend pas en même confort et on ne peut pas en meilleure pression. Ouais. Et puis il y a beaucoup de fabricants qui vendent par défaut de la selle homme parce que. Parce que les femmes, c'est difficile de s'équiper. Et nous là on a une flotte, enfin par contre ça c'est la flotte, elle est partagée, c'est vraiment c'est le communisme hein, ici, vous êtes dans une coopérative et en fait les vélos tournent entre les gens, donc malheureusement on doit faire des vélos mixtes et c'est un problème. Et d'ailleurs parlons un peu de mixité dans la livraison, c'est pas à la base c'est pas beaucoup plus glorieux que dans le code, mais on a fait des efforts et là quand même on a une belle équipe féminine qui est en train de se constituer. Enfin, je sais plus à combien on en est, mais on est monté de quasiment 0% à peut-être 15-20% de l'équipe aujourd'hui, quoi. Ouais. Ce qui est pas mal pour la cyclo-logistique. Le choix de la structure coopérative, ça a été un choix vraiment assumé et voulu dès le départ. Ça a été impulsé par un... Non, alors l'entreprise, bizarrement, c'est conçu comme une boîte classique, c'est une SARL à la base. Et en fait, il y a eu un moment des difficultés économiques qui ont fait venir un nouveau gérant, enfin le fondateur a fait venir un nouveau gérant. Et ce gérant-là était convaincu de l'idée coopérative, il a dit, écoute, là, la boîte, elle est vraiment la merde, il faut que tout le monde charbonne. Tout le monde va charbonner, mais voilà, ce que je te propose, c'est de la passer en coopérative et de la vendre aux salariés pour reconnaître ce côté-là. Effectivement, la boîte s'en est sortie de ses difficultés économiques et le cofondateur a tenu parole en vendant l'entreprise aux salariés. Voilà. Et comment ça fonctionne? Du coup, ça implique quoi dans le processus de décision si vous êtes tous un petit peu propriétaires quelque part de l'entreprise? Comment est-ce que vous gérez justement la prise de décision? Alors, en fait, une coopérative, c'est une entreprise normale avec des trucs en plus par-dessus qui se jouent sur le fonctionnement de l'Assemblée Générale des actionnaires.
qu'on appelle Assemblée Générale des Sociétaires du coup. Mais en gros, on reste une SARL qui est du coup gérée par une AG d'actionnaires. La grosse différence, c'est les actionnaires, pour la majorité de droits de vote, ça doit être des salariés. Voilà, donc du coup, il y a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que le gérant, il contrôle les salariés au jour le jour, mais une fois par an, en fait, il en dépend aussi pour l'AG. Une personne, une voix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui a 10 000 euros de capital, il va avoir le même droit de vote que quelqu'un qui en a 1000. Et on ne peut pas faire de plus-value sur les parts. C'est aussi un principe anti-capitaliste. Donc l'idée, c'est vraiment de se rémunérer par du salaire, mais pas de se rémunérer par de la plus-value de capital, quoi. Donc ça engendre du coup, finalement, c'est... Voilà, tu vois, tu as une gouvernance qui ressemble à celle d'une boîte classique, mais ça fait pas forcément les mêmes décisions à la fin de l'année. Est-ce que vous gagnez à investir dans l'entreprise pour la développer chaque année un petit peu? Et il y a aussi ça, dans un statut scope, par rapport à une boîte normale, tu es obligé de réinvestir une énorme part de ton profit de fin d'année dans la réserve et les investissements de l'entreprise pour l'année suivante pour pérenniser l'entreprise. Donc en fait, tu as une clé de répartition légale où tu fais, je sais plus combien c'est, mais tant de pourcents en bonus salarial, tant de pourcents en réinvestissement et le reste en dividendes, parce que tu as quand même des dividendes. Mais bon, c'est pas... C'est pas pour les dividendes. Mais c'est pas pour les dividendes que tu veux venir. Si tu as gagné 15 balles à la fin de l'année, c'est cool. J'ai une question texte sur le chat. Est-ce que vous avez joué avec Turbo iOS, Android et Strada? Ah ouais, alors ça c'est une très bonne question, je laisse Martin y répondre. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a la même sur Slack aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ouais, quand je me suis posé la question des apps mobiles natives, j'ai testé deux choses. Donc j'ai testé Turbo iOS et Turbo Android, je crois. Et j'ai testé d'un autre côté du React Native. Et le problème que j'ai rencontré avec Turbo, c'était que déjà il n'y avait pas beaucoup de documentation, parce que le truc c'était il y a un an. Donc c'était pas si vieux la sortie du truc, donc il y avait très peu de documentation et très peu d'usage, très peu de gens qui avaient déjà exposé leurs problèmes avec d'autres personnes qui étaient venues résoudre le problème, comme on a quand même pas mal d'habitude sur Rails et sur Ruby. Et puis je me suis un peu heurté aussi au problème que j'avais l'impression qu'il fallait quand même avoir un petit bagage de développement mobile pour comprendre comment fonctionne du développement pour iOS et pour Android, pour pouvoir bien embarquer correctement Turbo dedans. Et du coup, finalement, on a décidé d'aller plutôt sur React Native pour faire en gros la même chose. Donc une WebView qui charge du code qui vient d'une appli Rails. Dans laquelle il y a du Turbo d'ailleurs. Dans laquelle il y a du Turbo, ouais. Et pourquoi on est parti sur React Native, c'est que les outils avaient l'air plus matures et que comme on avait déjà du React un peu dans l'app, c'était intéressant de rester sur moins de techno pour que comme on est une équipe pas très grosse et pas très expérimentée dans l'ensemble, ça permettait que plus de gens puissent s'approprier les technos et se lancer dessus. Et Strada, j'attends toujours, on sait pas trop exactement ce que c'est, plus le temps passe, moins on a l'impression que ça va être quelque chose d'impressionnant, je pense. Enfin, c'était pas décrit comme méga impressionnant au début, mais en tout cas, c'était censé sortir fin 2021 et là, ça risque de pas sortir en 2022 non plus, donc je pense qu'il faut pas forcément penser les choses pour Strada, mais plus sur Turbo, Android et iOS. Mais c'est sûr que Turbo, finalement, moi, tel que je l'ai compris, finalement, on l'a compris ensemble, c'est que c'est une façon de dire tu as des devs iOS et tu as des devs Android dans ton équipe, donc tu as des vraies équipes, etc. Et tu leur donnes les moyens de... d'une part coder ce qu'ils font eux, c'est-à-dire leur langage à eux et leur techno, faire des features natives et à côté de ça intégrer de manière ultra fluide des bouts de WebView et de Turbo qui viennent de Rails et du backend Rails, quoi. Et nous c'était pas du tout ça le cas, c'est-à-dire que nous on a zéro connaissance de développement natif d'application et en fait Turbo Android, Turbo iOS ça n'a pas du tout ce qu'a React Native, c'est-à-dire dire tu peux faire de la géolocalisation native sans rien connaître du tout au développement d'app native, quoi. Donc et ça marche bien, hein. Finalement c'est juste ça aujourd'hui, c'est React Native apporte le shell pour mettre notre WebView et la géolocalisation qui était le seul truc dont on avait vraiment besoin en fait en natif, et tout le reste c'est un shell
web dans lequel il y a notre app avec Turbo qui donne l'impression que c'est fluide. Du coup, petite extrapolation, qu'est-ce que vous avez choisi de faire une appli pour smartphone plutôt que simplement faire une classique web app? Parce qu'au final, vous avez, c'est pas une appli tout public où la visibilité sur l'App Store ou autre va faire l'affaire. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce choix? La géolocalisation. En fait, et ça et d'autres choses, mais l'argument numéro 1, c'est que en fait, quand tu es en web, dès que tu éteins l'écran ou que tu fermes Firefox mobile, tu t'as plus de la géolocalisation ne peut plus être envoyée au serveur. Et nous, on avait besoin de savoir en permanence où étaient nos coursiers, quoi. Et sinon, il y a une autre raison. Non, je pense que c'est à peu près ça. En fait, les coursiers qui sont dans le... Enfin, notamment dans le monde de la course, pas forcément les livreurs qu'on voit sur les plateformes genre Uber Eats, Deliveroo, qui n'ont pas vraiment la même approche du métier. Les coursiers, en tout cas chez Volvo, ils n'ont pas du tout... il n'y en a quasiment aucun qui a son téléphone sur le guidon, quoi. Enfin, ou sur le bras, ou sur... le téléphone, il est dans la pouch, ou je sais pas où, dans la ceinture, ou quelque part. Et ils le regardent quand ils partent, ils regardent où ils vont. Ils se disent ok, je vais passer par là, ils le mettent dans la poche, ils éteignent l'écran et ils le ressortent quand ils arrivent en bas de l'immeuble pour dire ah oui c'est quoi le code et la personne c'est quoi son numéro de téléphone, je l'appelle. Mais ils ont pas du tout l'écran allumé pendant qu'ils roulent, donc on avait vraiment besoin de la géoloc en background, sinon les coursiers en fait au début on l'avait pas. Du coup les coursiers ils faisaient des bonds sur la carte. Quand ils arrivaient d'un seul coup, piouf, ils arrivaient à destination et du coup le dispatch s'en plaignait pas trop, mais par contre si le client appelait en disant ma livraison est en retard, il est où le coursier? Ils étaient incapables de lui dire il arrive dans 5 minutes ou dans 25 minutes. Donc c'est pour ça c'était plus pour de la qualité de service pour le client qu'on avait besoin de la géolocalisation en background. Vous êtes venu à la course quand même avant cette boîte par amour du vélo? Alors on n'a pas la même réponse. Vas-y si tu veux. Moi j'étais coursier entre 2009, 2010 et 2014 avant de rejoindre Capitaine Train pour faire du service client. Donc j'étais vraiment, en fait l'idée de Site là, en fait elle est super vieille, elle date de il y a plus de 10 ans parce qu'à l'époque j'avais des trucs dans la poche où en fait en tant que coursier c'était moisi. C'était visiblement fait par des gens qui avaient jamais fait de vélo de leur vie. Et j'avais déjà essayé de remonter par mes contremaîtres parce qu'à l'époque c'était avant l'ubérisation. Donc à l'époque on était quand même ouvriers spécialisés en CDI. Donc on était dans des boîtes classiques avec des contremaîtres etc. Mais impossible de remonter le moins de problèmes jusqu'au développeur qui était une boîte outsourcée machin. Donc moi en tout cas j'étais toujours passionné de vélo, enfin j'étais coursier pendant un bon moment etc. J'en fais de manière sportive, j'en fais pour des voyages l'été etc. Donc je suis allé chez Capitaine Train et puis après j'ai fait je vais déterrer cette bonne vieille idée. J'ai toqué à la porte d'Olvo, j'ai fait je veux bien rentrer chez vous et en fait si vous voulez faire du logiciel je peux essayer un truc fou, c'est aller me former au wagon et essayer de le faire et si ça marche pas tant pis. On l'a fait. Mais voilà, donc ça c'est mon profil à moi et Martin c'est différent. Moi j'ai une formation vraiment de développeur pour le coup. Et en gros il y a 2 ans j'ai décidé de trouver un taf un peu plus concret que là où j'étais avant, qui était très bien aussi mais qui était moins sur le terrain quoi. Et du coup et puis j'aime vraiment bien faire du vélo aussi, enfin, c'est mon moyen de transport tout le temps, pareil en vacances etc. Et du coup j'ai rejoint Volvo parce que c'est le moment où je me suis posé cette question-là, c'est le moment où ils avaient gagné l'appel à projet de l'ADEME et où du coup il y avait des sous pour payer un développeur. J'ai une dernière question. Quelle version de Blaze est utilisée en production actuellement? 7 quelque chose. 7 quelque chose, ouais. On est assez... on continue à faire appel à Codeur en Liberté, qui est une coopérative de code en Presta. En fait, il continue, le mentor dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il continue à intervenir. Et en fait, de temps en temps qu'on a des vrais gros coups de bourre, on continue à faire appel à eux. Et notamment, on les utilise pour faire de la maintenance aussi. Parce qu'en fait, eux, ils ont les mains dans diverses apps Rails à travers leurs diverses interventions, enfin voilà, leurs prestations. Et en fait, ils en font de la maintenance. Donc,
on sait que si on la fait pas tout de suite, ça sera de la dette pour plus tard. Donc on leur demande en fait, tant pis, on sait que ça coûte de l'argent, mais on vous paye pour faire les montées de version de Rails, les montées en version de Ruby et ce qu'il faut en JS et voilà quoi. Tout ce qui remonte de l'application. On utilise pas mal Sentry pour tout ce qui est exception. Et après, on a une version gratos de New Relic qui est branchée juste pour regarder un peu la perf. Et on a des alertes qui remontent des Heroku et de log entries, donc il y a un outil de log qui, quand il y a trop d'erreurs, qui nous... Ouais, on en a. Alors ça dépend. Sentry, on n'avait pas trop d'erreurs jusqu'à ce qu'on le branche sur du JS. Donc des erreurs sur l'appli Rails vraiment qui sont importantes, on en a peu. Enfin, on en a peut-être une ou deux par jour, de temps en temps, ça dépend. Et en général, c'est des trucs qui sont... Comme on utilise peu notre serveur de staging pour tester ce qu'on fait. Du coup, on envoie tout très vite en prod. Du coup, parfois, il y a des erreurs. Et en général, on les corrige direct puisque c'est des trucs débiles qu'on vient de mettre. Faire. Ouais. Oui, par contre, oui. Oui, on a une couverture de test qui est correcte. Qui n'est pas à 100% parce que ça vaut pas forcément le coup, mais qui est suffisante pour être assez serein et on n'a pas tellement changé nos pratiques depuis qu'on le vend à d'autres gens un peu partout en France. D'ailleurs, on n'a pas de souci avec ça. Et sinon, pour l'infra, en fait, il l'a évoqué, mais en fait, tout est sur Heroku. Et quand je vous disais qu'on n'a pas envie de déployer ou de gérer des serveurs nous-mêmes, du coup, les outils de monitoring, on utilise ceux d'Heroku, enfin, le Sentry d'Heroku, le log entries d'Heroku, et c'est très bien, quoi. Enfin non, d'ailleurs, Sentry, c'est à part, mais bon, c'est le Sentry de Sentry.com, on paye l'abonnement, et voilà, quoi. Ouais, bah c'est une bonne question parce que c'est arrivé la semaine dernière. On dépend de... En fait, toutes nos livraisons, dès qu'un client nous demande une livraison, il nous dit une adresse. Et nous, pour le mettre sur une carte, on a besoin des coordonnées latitude, longitude. Donc on a besoin de géocoder toutes les adresses qu'on reçoit. Et du coup, on géocode sur la BAN, donc la base d'adresse nationale, un service de l'État, qui a l'intérêt d'être... Et voilà, et qui était down mardi dernier, je crois, ou un truc comme ça, qui était pas down, mais elle avait un temps de réponse de 15-20 secondes, ce qui est plus ou moins la même chose. En tout cas, ça excédait le timeout de notre géocodeur, donc on a eu pas mal de livraisons qui ont été bloquées, ce qui est pour le coup un problème grave pour nous, puisque c'est l'entrée du pipe pour nos clients. Okay. Ah oui. Ouais. Bah, nous, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté notre timeout pour que notre outil accepte d'attendre 20 secondes d'avoir la réponse. Et ça a résolu le problème, entre guillemets, à court terme. Et maintenant, on se dit peut-être qu'on devrait faire le géocoding ou au moins avoir un fallback sur un autre service. Mais on l'a pas encore fait parce qu'on avait d'autres trucs sur le feu, quoi. Au passage, on s'est posé la question, on s'est dit non mais attends, en fait c'est débile, pourquoi c'est synchrone? Parce qu'en fait c'est synchrone avec l'utilisateur, qu'il soit utilisateur API ou utilisateur graphique. Et après on a allumé le cerveau, on a fait non mais en fait juste il y a des cas où en fait on doit savoir où est géocodée une livraison, par exemple pour savoir si c'est dans le polygone de livraison accepté, quoi. Donc en fait on est obligé de le faire en synchrone, sauf à s'inventer un truc de l'enfer où on prévalide le truc, etc. Et puis si on le refuse, on envoie un mail au client. On n'a pas du tout envie de faire ça, mais du coup c'est le truc où on est bloqué en synchrone par un service externe. Sinon on a assez peu de... Enfin on a Mapbox pour tout ce qui est cartes et tout ça. Et après on a un prestat pour envoyer des emails, un prestat pour envoyer des SMS. Mais sinon, on a assez peu de complexité liée à des interactions avec des services externes. On en avait beaucoup. À l'époque, on utilisait OnFleet pour la répartition de missions. Du coup, c'était
un enfer de API webhook dans les deux sens, où il fallait resynchro la donnée, enfin c'était chiant quoi. J'ai l'impression que notre question est tant mieux. Merci beaucoup, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et écoute, je vous laisse nous dire comment ça se passe pour la suite.